Depuis le 6 avril, plus d'une centaine de jeunes occupent la maison des métallos. C'est une situation insupportable qui ne peut plus durer, ni pour les jeunes, ni pour le personnel de la maison des métallos. Mais cette occupation ne vient pas de nulle part. Elle est la conséquence directe de la déstructuration des politiques d'accueil et de logement orchestrées par les récentes lois Kasbarian, la remise en cause de la loi SRU et bien sûr la loi Asile-Immigration. Ces lois entretiennent les personnes les plus vulnérables dans une précarité administrative. Nous notons toujours l'impossibilité, la quasi-impossibilité de pouvoir déposer des dossiers pour des demandes de titres en préfecture et sociale, impossibilité d'accéder à un logement ou à un hébergement, qui ne laisse d'autre choix que la rue. Ces lois créent les effets qu'elles prétendent résoudre. Et à Paris, nous observons une double évolution en matière d'éviction des campements. Les jeunes sont particulièrement ciblés et le prétexte sécuritaire est de plus en plus invoqué. Et ces évictions sont des évictions dites sèches, sans mise à l'abri, sans proposition d'hébergement, malgré les propositions de la ville. C'était encore le cas place Saint-Gervais il y a quelques semaines. Paradoxalement, quand l'État veut cacher, il montre. D'éviction en éviction, vous rendez visible aux yeux du monde la faillite de notre République en termes de lutte contre le sans-abrisme et la grande exclusion. Et une certitude se fait jour. Non content de ne rien proposer, l'État entrave ses partenaires, dont la ville de Paris, quand nous trouvons des solutions, comme avec le lycée Brassailles. En somme, l'État organise la désorganisation en opposant toujours plus les gens entre eux. On ne peut pas se contenter d'évincer des personnes, d'évincer campement après campement, sans construire une orientation sérieuse pour sortir de la misère, de l'errance, trouver des solutions de logement, d'hébergement et une régularisation administrative. Et donc les questions, Monsieur le Préfet, sont les suivantes pour le groupe communiste. Sous quel prétexte les dernières évictions de campement se font? Et quelle réponse l'État va-t-il mettre en place de manière durable et digne pour sortir de la précarité administrative en débloquant en urgence des rendez-vous en préfecture et sociale les personnes à la rue? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole pour répondre tout d'abord à Léa Filoche, puis à vous, Monsieur le Préfet de police. Merci beaucoup Madame la maire, chère Camille Nager, chers collègues. L'indignation et la colère qui vous animent aujourd'hui, vous pourrez aussi la trouver chez moi. Je crois qu'effectivement, d'abord les échanges que nous avons depuis le début de ce conseil le démontrent. Et puis par ailleurs, tout ce que nous menons au quotidien en est aussi une bonne illustration. Vous l'avez dit, aujourd'hui le gouvernement organise la désorganisation totale au sujet de l'hébergement d'urgence. Des promesses non tenues, il y en a eu. L'hiver dernier, nous avons eu la promesse de 0 enfant à la rue. Résultat, à Paris, le 15 mai dernier, plus de 635 personnes en famille qui avaient appelé le 115 sont restées sans solution d'hébergement. Au début de l'année 2024, ce sont ne serait-ce que seulement 3 ministres qui nous ont promis que, par annonce que 120 millions d'euros seraient débloqués pour l'hébergement d'urgence. Cependant, à Paris, la préfecture de région a refusé presque systématiquement toutes nos propositions de lieux pouvant servir à créer des places et donc à faire de l'hébergement d'urgence. Faute de budget, nous disent-ils. Alors, où sont ces 120 millions? Sur le plan national, ce gouvernement ne porte ni politique d'hébergement, ni politique de logement. Les conséquences pour les territoires sont simples. Un bricolage inefficace qui oppose les précarités, l'État et les collectivités, alors que c'est la coopération qui devrait primer. Nous l'avons constaté avec la mise en œuvre sans concertation des sas d'orientation et d'évaluation en région, qui n'ont permis de construire que très peu de parcours de sortie de rue. Cette politique ne trompe personne et certainement pas les principaux concernés qui refusent désormais les orientations en région. Pire encore, face au manque de solutions et d'hébergement, les opérations d'éviction se multiplient et n'ont effectivement pas d'autre effet que de déplacer l'errance d'un endroit de Paris à un autre. Alors, faute de solution, beaucoup se tournent vers les collectivités comme un dernier recours. À titre d'exemple, et hélas d'être dans l'errance depuis des mois, des centaines de jeunes ont envahi des bâtiments municipaux à 7 reprises ces 6 derniers mois. À ce jour, c'est la maison des métallos qui est toujours occupée par plus d'une centaine de jeunes. C'est un signal d'alarme clair que nous tirons aujourd'hui pour ne pas laisser les collectivités et les associations gérer seules ces détresses humaines. Nous demandons à l'État de cesser des promesses vaines et de mettre en œuvre des politiques concrètes d'hébergement à l'échelle nationale et dans les territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup Léa Filoche. Monsieur le Préfet de police, pour répondre. Merci beaucoup Madame la maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, Madame la conseillère, Madame la maire adjointe, puisque je constate que je suis questionné et interpellé finalement par votre réponse, donc je vais évidemment y répondre. J'ai relevé quelques propos que vous avez tenus
politique de l'État qui se contenterait d'évincer des personnes, la faillite de notre République, l'on organiserait la désorganisation, et il n'y aurait pas de politique d'hébergement d'urgence dans ce pays, et on laisserait les collectivités locales gérer seules les problèmes. Je reprends vos propos, vous les avez prononcés. Évidemment, je ne peux pas les partager, et je vais vous répondre très clairement. Je ne peux pas partager les propos tels que ceux que vous voulez tenir, compte tenu de l'engagement qui est celui de l'État sur la question de l'hébergement d'urgence. Je voudrais vous rappeler qu'en 2023, l'action coordonnée des services de l'État a permis de mettre à l'abri pas moins de 6 443 personnes au cours de 35 opérations de mise à l'abri. Ce sont des opérations de mise à l'abri qui ont été menées et dont 3 431 personnes ont été orientées en province depuis la création, effectivement, des SAS en région en avril 2023. Ces personnes volontaires ont pu bénéficier d'une prise en charge adaptée de leur situation administrative et d'un accompagnement social. Et depuis le début de cette année, ce sont 21 opérations qui ont été menées. Je veux vous rappeler également que la mobilisation de l'État, elle porte également chaque nuit sur l'hébergement de près de 120 000 personnes qui ont été hébergées en Île-de-France, dispositif national d'asile inclus. Donc 120 000 personnes avec un parc qui a augmenté de 30% au cours des 5 dernières années. Pardon, mesdames, madame la maire adjointe, madame la conseillère de Paris, où est le harcèlement de l'État? Il y a un engagement fort de l'État et je suis ici pour le défendre et le constater, puisque comme préfet de police, j'apporte mon soutien aux opérations de mise à l'abri qui sont menées, comme vous le savez, par le préfet de la région Île-de-France. Alors vous m'interpellez sur un autre sujet dont j'avais parlé lors d'un précédent Conseil de Paris en février. Je vous avais dit qu'on voyait se multiplier des campements de manière extrêmement précaire, qui étaient généralement initiés, et vous ne pouvez pas l'ignorer, par des associations qui cherchent en quelque sorte à se faire un peu le buzz, un peu de publicité sur cette situation, sur l'installation de campements qui sont des campements de misère et de précarité. Et il est de mon devoir, chaque fois que je constate qu'il y a des installations de campements en flagrance, de faire jouer mes pouvoirs de maintien de l'ordre public. Et là, effectivement, j'interviens tout seul. J'interviens tout seul en tant que préfet de police. Et je vous rappelle, madame Léa Filoche, que dans ce cadre-là, nous sommes intervenus pour éviter que des campements de migrants qui étaient en bord de Seine ne soient victimes des crues. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que nous sommes intervenus. Et je continuerai à le faire. Je vous l'avais annoncé en février, je l'ai fait, je continuerai à le faire. Et évidemment que nous allons poursuivre dans le même temps les opérations de mise à l'abri avec monsieur le préfet de région Île-de-France. Voilà, je veux vous dire, je n'ai pas honte de la politique que je mène au nom du gouvernement. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Mais ce que je trouve indigne, ce que je trouve vraiment indigne, c'est d'accompagner, comme le font certaines associations, voire d'encourager délibérément l'installation de ces campements et d'en faire des vitrines associatives. Ça, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Comptez en tout cas sur ma détermination et mon engagement à accompagner le préfet de région dans la politique qu'il met en œuvre de mise à l'abri et comptez en même temps sur ma fermeté pour éviter que ne s'implantent des campements. Chaque fois que des campements s'implantent dans Paris, nous intervenons pour y mettre un terme, en flagrance, comme la loi de la République m'y autorise, et je continuerai à le faire. Merci, monsieur le préfet de police. Avant de vous redonner la parole, je veux ajouter quelques points importants. D'abord, il y a une réalité. Je ne parle pas de qui instrumentaliserait quoi, il y a une réalité. Il y a des gens à la rue, des familles à la rue, des personnes, des jeunes, des moins jeunes à la rue en nombre important. Nous avons, lors de la dernière nuit de la solidarité en janvier dernier, comptabilisé 3 500 personnes à la rue, c'est-à-dire une augmentation par rapport à l'année 2023. Donc c'est une réalité. C'est une réalité dont la compétence en matière d'hébergement d'urgence, sauf pour les enfants, relève de la compétence de l'État. La maire de Paris que je suis, la ville, a toujours pris ses responsabilités, puisque nous savons que pour pouvoir mettre à l'abri, il faut des lieux. Et donc la discussion est permanente avec le préfet de région, avec vous, monsieur le préfet de police, sur l'autre volet, sur les opérations de mise à l'abri qui requièrent également vos services. Et donc, en prenant nos responsabilités, qu'avons-nous fait? Nous avons proposé des lieux, des bâtiments. J'ai proposé
au préfet de région, à l'État, hein, parce que je veux le dire ici, je travaille avec les autorités déconcentrées de l'État en cherchant en permanence les liens, les ponts, et je me réjouis de la qualité du dialogue que nous avons, même si nous ne sommes pas toujours d'accord et si je suis critique sur des positions du gouvernement. Je ne demande pas à des hauts fonctionnaires de ne pas être loyaux avec l'autorité pour laquelle ils travaillent, mais j'essaye d'être pragmatique et de trouver des solutions avec eux. Voilà. Et souvent, on en trouve heureusement. Mais là, quand même, on est quand même dans une grosse difficulté. J'ai proposé 1000 places d'hébergement permettant de donner une possibilité à des personnes aujourd'hui à la rue et à l'espace public sur lesquels elles se trouvent de trouver un toit et d'être accueillis dans des conditions dignes. Et par ailleurs, nous avons été mis à contribution sur des opérations de mise à l'abri, notamment en mobilisant des gymnases. Nous avons aujourd'hui 4 gymnases mobilisés pour des opérations d'accueil de personnes à la rue sur lesquelles on m'avait dit que ça durerait tout au plus 15 jours, 3 semaines. Ça fait plusieurs mois qu'on a 4 gymnases mobilisés avec des personnes à l'intérieur, plus un envahissement qui a été fait de la Maison des Métallos, qui est un lieu culturel, qui ne peut pas exercer comme lieu culturel en ce moment, qui d'ailleurs va être mobilisé dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, puisque ça va être la Maison du Japon. Et ce lieu est aujourd'hui occupé par des jeunes qui étaient à la rue et qui sont rentrés là avec des associations, c'est vrai. Et donc j'ai proposé que l'on puisse sortir de cette situation en allant vers des lieux qui leur permettent d'être à l'abri et de mener la politique qu'il faut mener, c'est-à-dire voir leur situation, traiter, est-ce qu'ils sont demandeurs d'asile, est-ce que c'est un autre statut, est-ce qu'ils ont le droit au séjour ou pas, parce qu'il y a des lois dans la République et il faut les respecter. Et dans ces propositions-là, il y a notamment un certain nombre de bâtiments qui nous appartiennent, qui appartiennent à la ville et que j'ai mobilisés. Je pense à un certain nombre de lycées. On a cité tout à l'heure le lycée Brassailles. Il y a aussi le lycée... J'ai compris, monsieur le maire du 15e, que vous n'étiez pas d'accord, mais c'est un sujet qui peut dépasser parfois les frontières du 15e arrondissement. Il y a aussi le lycée Théophile Gautier dans le 12e arrondissement. Et donc, la proposition que j'ai faite, c'est que ces lieux qui sont vides puissent être mobilisés. Et ces lieux sont vides, et d'ailleurs, pour ce qui est du lycée Brassailles, nous l'avons équipé en lit Pico. Donc nous avons un lieu vide, équipé en lit Pico, qui pourrait accueillir, avec des associations qui sont chargées de l'accueil des personnes migrantes, réfugiées et à la rue, nous pourrions accueillir dignement une partie de ces publics qui sont aujourd'hui à la Maison des Métallos ou dans nos gymnases, dans un lieu qui serait adapté pour cela. Mais ce lieu, il ne nous a pas été, alors qu'il nous appartient, permis de le faire. D'ailleurs, je l'annonce ici, je vais faire une visite de presse avec la presse au lycée Brassailles pour montrer ce qu'est un lieu vide, équipé de lits Pico, qui attend de pouvoir accueillir dignement des personnes qui sont à la rue. Donc vous l'aurez compris, nous essayons de trouver des solutions et de le faire de façon pragmatique. Un bâtiment vide, aujourd'hui, ne peut pas rester vide. Voilà. Nous devons absolument, et d'ailleurs c'était une discussion que j'avais eue avec l'État, nous devons absolument, et dans la perspective de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques, permettre d'avoir aussi un héritage social sur la question de l'hébergement d'urgence. Ça n'enlève rien à une grande partie du travail qui est fait. Je veux rejoindre ce qu'a dit le préfet de police. En ce qui concerne notamment les propositions en province, je suis pour. Et le préfet de région a eu le courage d'engager cette démarche là où avant c'était plus compliqué, enfin c'était même impossible.
Voilà, donc je veux le remercier parce que c'est une partie des solutions. Je veux aussi remercier pour une partie des solutions qui est notamment la mise à l'abri d'un certain nombre de, on les appelle comme ça, de grands SDF qui sont aujourd'hui dans Paris et sur des sites qui vont être des sites de célébration ou de Jeux olympiques et paralympiques et pour lesquels nous avons aussi trouvé avec l'État des solutions. Je crois que c'est de l'ordre de 400 personnes mises à l'abri et je ne dis pas que c'est rien. Je prends et je m'en félicite, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et il faut qu'on trouve les solutions suivantes. Et je ne me contente pas de faire un plaidoyer de solutions, je propose des solutions. Et nous allons pouvoir les découvrir ensemble avec la presse. Je vous fixerai évidemment la date pour que vous voyez ce que sont, et avec évidemment tous les élus qui voudront venir, et ce que sont des lieux aujourd'hui vides, équipés de lits picots et qui pourraient servir à mettre un toit sur la tête d'un certain nombre de personnes à la rue aujourd'hui. Je vous donne la parole, chère Camille Nager. Madame la maire, monsieur le préfet, mes chers collègues, écoutez, j'ai cessé depuis longtemps de croire aux contes de fées, donc je n'ai jamais cru aux promesses de Jeux olympiques populaires. Alors je ne sais pas, Madame Hidalgo, si ça fait de moi un peine à jouir, mais ce qui remonte du terrain, c'est aussi la colère des associations de solidarité avec les sans-abri, les exilés, le désarroi des populations les plus précarisées, qui constatent elles-mêmes le cauchemar social que sont en train de devenir ces JO. Et ce n'est pas du JO bashing de pointer ces questions. Évidemment, la cause, ce n'est pas uniquement les JO. Il y a des tendances de fond. La loi immigration, la gentrification, la crise du logement, le manque de logements sociaux, tout cela rend chaque jour plus compliqué la vie des populations précarisées. Il y a une vraie inquiétude en fait que ces JO soient un prétexte pour l'État pour accélérer le migrant bashing. Oui, nous savons que l'hébergement d'urgence à Paris, en Île-de-France, est saturé. Nous savons aussi qu'il y a plusieurs centaines de mineurs non accompagnés qui sont dans les gymnases de la ville, à la maison des Métallos ou dispersés dans les rues de Paris. Mais cette désorganisation et cette pénurie, comme ça a été dit, est organisée et voulue. Chers collègues, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, plusieurs voix, notamment celle d'associations, s'élèvent pour dénoncer un possible nettoyage social orchestré par l'État, ainsi que l'invisibilisation des plus exclus durant cet événement. Et effectivement, il mérite d'être clarifié notre position avant vos propos et votre réponse aussi, monsieur le préfet. Dans le cadre de l'organisation des Jeux, nous avons toujours été transparents sur nos intentions qui sont que toutes les personnes sans abri impactées par les Jeux bénéficient d'une prise en charge adaptée à leur situation, et cela où qu'elles se trouvent. Nous avons proposé des lieux pour créer des centaines de places d'hébergement, non seulement pour répondre aux besoins pendant les Jeux, mais aussi et surtout pour constituer un héritage solidaire à long terme. Nous nous sommes engagés à maintenir en lien avec les associations qui le souhaitaient tous les dispositifs de veille sociale, d'aide alimentaire, d'accueil de jour, de bains-douches, d'administration, enfin bon bref, tous les dispositifs qui existent, et aussi de relocaliser lorsque c'est nécessaire les structures de solidarité pour qu'elles continuent à assurer un niveau de service équivalent, y compris pendant les Jeux. Ce travail est un peu percuté par un contexte social, on en a déjà parlé, assez tendu depuis plusieurs mois, qui n'a rien à voir avec Jeux olympiques ou pas Jeux olympiques. Vous le connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas trop revenir dessus en détail. Saturation de l'hébergement d'urgence, augmentation du nombre de demandes non pourvues, augmentation des fréquentations de l'aide alimentaire, etc., etc. Et puis depuis plusieurs mois, ce travail est également bouleversé par des tentatives d'invisibilisation des jeunes en recours de minorité. Comme vous le savez, ces derniers se trouvent en situation de grande errance et de vulnérabilité qui nécessite pourtant une prise en charge adaptée. Dans ce contexte, la coopération avec l'État existe, vous en avez parlé Madame la maire, elle est d'ailleurs indispensable, elle s'incarne dans le cadre de discussions techniques, mais aussi d'émergence de solutions pérennes, certes et très concrètes, mais pour l'instant encore insuffisantes face aux besoins. À ce jour, nos propositions qui permettraient un héritage social des Jeux olympiques et paralympiques en veillant à l'accès aux droits fondamentaux des personnes que nous souhaitons et que nous devons accompagner restent encore à construire, en tout cas à amplifier.
Je me saisis donc de cette opportunité pour renouveler nos propositions, organiser une prise en charge rapide et adaptée des jeunes en recours, augmenter considérablement le nombre de places pérennes d'hébergement à Paris, mais aussi dans toute la France, pour renforcer l'accompagnement sanitaire et social et créer des places d'urgence, notamment pour que les maraudes puissent réorienter en cas de besoin selon les événements, que ce soit une montée des eaux, que ce soit des Jeux olympiques ou paralympiques, que ce soit une opération de mobilisation. En tout cas, il faut créer des places. Nous avons besoin d'une réponse rapide et claire de la part de l'État sur ces propositions pour éviter une dégradation de la situation des personnes en rue aujourd'hui et demain, Jeux olympiques ou pas Jeux olympiques. Et la dernière loi immigration ne nous rassure pas sur les interventions du gouvernement à court, moyen ou long terme. Malgré toutes ces difficultés, sachez que ma détermination reste intacte pour défendre la position sans ambiguïté de la maire de Paris et porter nos valeurs dans toutes les instances. Je souhaite que le travail avec l'État, que je sais fructueux sur de nombreux sujets relatifs aux Jeux olympiques et paralympiques, puisse également s'appliquer à l'ensemble des sujets de solidarité. Encore une fois, avec comme seule boussole l'intérêt général et donc la prise en charge digne des personnes à la rue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Deuxièmement, je voulais rendre hommage aux associations, collectifs, aux militants qui ne lâchent rien sur le terrain, parce que c'est vraiment un travail, j'allais dire, ingrat. Hein, ce n'est pas un travail d'influenceur cool pour faire le buzz, parce que camper toute une nuit sur un bout de trottoir, dans un bâtiment public, à la maison des métallos, bah, ça n'amuse personne. Et donc, je voulais les remercier de ne rien lâcher et de justement d'appuyer aussi les élus qui essayent de relayer leurs interventions, parce que c'est aussi par ce genre d'action qu'on pourra forcer l'État à prendre ses responsabilités. Voilà, je profite de cette très belle délibération pour présenter mon vœu sur la crise de la politique d'accueil des mineurs isolés. Parce qu'il y a urgence, vous l'aurez compris, enfin j'espère, il y a plus de 500 mineurs isolés aujourd'hui dans les gymnases de la ville, plusieurs centaines dans les rues de Paris, plus d'une centaine à la maison des métallos. Cette situation devrait toutes et tous en avoir honte. Mais la triste réalité, c'est qu'il y a une politique de nettoyage social qui s'accélère avec l'arrivée des JO et que les mineurs isolés font partie des principales victimes. Ils sont harcelés par la police et surtout, la police et la préfecture plutôt fait pression sur eux pour les forcer à accepter d'aller dans les SAS régionaux qui ont été ouverts opportunément il y a un peu plus d'un an. Et le problème, autant le dire, c'est que j'ai l'impression que la ville n'est pas contre sur le fond, sur ces SAS régionaux et que ces jeunes y aillent. Or, il y a un vrai problème et c'est pour ça que le vœu PEC 46 me pose question. C'est qu'éloigner les mineurs isolés en région, c'est les éloigner du tribunal où ils font leur recours. Et c'est les éloigner des réseaux de solidarité. Et évidemment, ils sont vent debout contre ça et leur soutien aussi. Donc il y a un problème. Alors oui, je tiens à le dire néanmoins, l'État a une écrasante responsabilité dans la situation. Et sur ça, je ne veux pas renvoyer dos à dos la ville et l'État. La ville, certes sous la pression des occupations de bâtiments publics, a fini par en accueillir un certain nombre dans 4 gymnases. Et la ville a tenté de proposer aux mineurs isolés qui aujourd'hui occupent la maison des métallos une solution au lycée Brassailles. J'entends bien que la ville soutient les mineurs isolés. Mais en amour, vous savez bien, les mots valent parfois moins que les preuves d'amour. Et parfois, ça manque de preuves d'amour. Pourquoi avoir lancé une procédure d'expulsion de la maison des métallos, même si c'est pour se protéger? Pourquoi les journalistes sont toujours interdits d'entrer à la maison des métallos? Pourquoi ne pas appuyer davantage les mineurs isolés quand ils sont devant le rectorat pour demander leur scolarisation ou qu'ils demandent la prise en charge de leurs frais de transport, par exemple? La ville fait, et c'est bien, et il faut s'en réjouir, mais elle devrait faire plus, et elle peut faire plus. Et puis, il y a une autre question que pose mon vœu, une question centrale. Pourquoi ne pas poser la question de la présomption de minorité? Il est urgent que la ville ouvre ce débat avec les autres villes de gauche et avec l'État pour que la France soit en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Parce qu'elle se fait taper sur les doigts, il faut le dire, par l'Agence européenne pour l'asile, par le Comité des Nations unies. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. En tout cas, je tiens à dire aujourd'hui et à rappeler qu'il y a des associations, qu'il y a des collectifs qui ne cherchent pas à faire le buzz, non, comme disait le préfet de police tout à l'heure, mais qui cherchent justement à appuyer les jeunes qui se mobilisent. Il y a les jeunes, par exemple, du parc de Belleville, 20e, je le connais bien en tant qu'élu 20e et en tant que soutien, qui sont à la Maison des Métallos. Il y a des associations comme Utopia, il y a des associations comme l'Atimi qui aujourd'hui mènent une bataille pied à pied pour que les droits de ces jeunes soient reconnus. Et je pense que sur cette question,
la ville n'en fait pas assez pour les soutenir. J'ai entendu que Mme Hidalgo ferait une conférence de presse au lycée Brassailles, très bien, mais qu'elle en fasse une aussi à la Maison des Métallos. Ce serait une belle preuve d'amour pour le coup, et ce sera un bon moyen d'élargir cette mobilisation, parce qu'on a parfois l'impression que celles et ceux qui considèrent que ces jeunes sont des enfants, sont des mineurs et doivent être reconnus comme tels, ou en tout cas jusqu'à ce que ce soit décidé par le tribunal, ces gens-là, ils sont souvent un peu seuls, malgré tout, que ça manque de soutien et qu'ici, il devrait y avoir bien plus de gens sur le terrain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en soutien et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans les manifestations, mais malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Merci. Je donne la parole à Madame Filoche. Et concernant votre vœu, cher Laurent Sorel, bon, d'abord, il est un peu éloigné des projets et mélange en réalité deux situations distinctes. Vous parlez de mineurs non accompagnés qui sont donc sous la responsabilité du département et donc au titre de la protection de l'enfance, et celle de jeunes reconnus majeurs par ce même département qui sont en l'occurrence dans les gymnases et à la Maison des Métallos. Je tiens à le dire ici, mais Dominique Versini le dirait encore mieux que moi, il n'y a pas de mineurs isolés dans les gymnases de Paris ni à la Maison des Métallos, que les choses soient bien claires. Ces jeunes reconnus majeurs par le département relèvent donc des missions et des compétences de l'État, et c'est ça que nous devons continuer à dire ensemble, et c'est ça qui permettra aussi de permettre à ces jeunes de sortir de l'impasse dans laquelle elles sont. Pour les mineurs non accompagnés, le département assume pleinement ses obligations, malgré une augmentation sans précédent du nombre de présentations au dispositif d'évaluation, un sujet suivi par ma collègue Dominique Versini. Quant aux jeunes en recours, leur situation est donc extrêmement précaire. Bien que l'État soit légalement responsable de leur hébergement et de leur accompagnement, ces jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes, confrontés à une grande précarité, à de l'errance, aggravée par des évictions répétées de la police nationale. Nous en avons parlé tout à l'heure. Faute de solutions et de dialogue avec l'État, ces jeunes se tournent donc vers notre collectivité. Votre vœu appelle à la recherche de solutions d'urgence pour ces jeunes, et c'est ce que nous faisons en les mettant à l'abri, en mettant près de 450 à l'abri dans des gymnases parisiens. Nous n'avons aucune perspective pour ces jeunes de mise à l'abri pour l'instant. Nous recherchons toujours des solutions pour les centaines de jeunes occupant la Maison des Métallos. Et donc, à notre échelle et avec nos moyens limités et sans soutien, nous faisons autant que possible avec le refus de nous suppléer totalement à l'État. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, Monsieur Sorel, maintenez-vous votre vœu? Il est maintenu. J'ai une demande d'explication de vote de Monsieur Nour Durand-Rocher sur ce vœu. Oui, merci beaucoup. Je rejoins ce que vient de dire Léa Filoche sur le fait que, évidemment, ce sont des MNA en recours, ce qui n'est pas tout à fait le même statut. Mais là, nous sommes quand même face à une situation d'urgence et nous considérons, nous, depuis longtemps déjà, que, en réalité, effectivement, les MNA en recours doivent être traités comme des mineurs et donc l'État doit nous donner les moyens de les traiter comme tels. Et donc nous soutenons ce vœu pour son esprit, même si nous aurions modifié 2-3 détails, et donc nous voterons ce vœu. Merci. Donc je vais mettre le vœu numéro 45 aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Depuis longtemps et va d'hébergement en hébergement. Pour partie d'entre eux, ils sont hébergés par la ville en gymnase. La ville propose des offres d'hébergement en gymnase, mais aujourd'hui, en fait, ils font acte de plaidoyer. Plaidoyer pourquoi? Pour avoir droit à l'éducation et pour avoir droit à être hébergés comme des mineurs et traités comme des mineurs. Le fond de tout ça, c'est bien quelle est la solidarité que nous pouvons avoir pour eux. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas rester dans cette situation d'entre-deux où le nombre de personnes à la rue va croissant, le nombre de places en hébergement aujourd'hui en Île-de-France est arrêté, la politique du logement est évidemment longue et étant donné que la ville les reconnaît comme majeurs, aujourd'hui l'État ne s'en occupe pas, résultat, ils sont livrés aux associations pour des démarches qui peuvent durer malheureusement très longtemps. Je constate quand même, je tiens à le dire, que ce sont quasiment exclusivement aujourd'hui à la rue ou à la Maison des Métallos des hommes jeunes et noirs. Il semble quand même y avoir des personnes en particulier qui n'ont pas le droit d'être mises à l'abri. Et quand je dis ça, je ne pense pas à notre action à la ville. Je pense qu'effectivement, la ville a fait des propositions. La ville a fait des propositions, mais à la fin, attention, parce que nous jouons à un jeu
financiers. Et le fond de tout ça, c'est effectivement que l'État ne rembourse pas ce qu'il doit à la ville sur l'hébergement. J'en suis d'accord. Mais il y a aussi une question de droits humains. Et en l'occurrence, on le sait, la Convention internationale des droits de l'enfant, la Défenseure des droits, ou même le Conseil d'État, en 2015, dit qu'il faut appliquer la présomption de minorité. Je remercie d'ailleurs mes collègues de Paris en commun, du 11e arrondissement, d'avoir voté pour la reconnaissance par l'État de la présomption de minorité. Je sais bien que pour les départements autre que Paris, ça demanderait une compensation importante pour que ce soit mis en place, mais ce serait une règle qui nous honore. Et donc, je nous invite à protéger les jeunes de la Maison des Métallos et à voter ce vœu. Merci. Pour vous répondre, je donne la parole à Madame Filoche. Merci beaucoup. Effectivement, on est dans un moment un peu compliqué. On en a beaucoup parlé. Je voudrais quand même que les choses soient bien claires entre nous. Depuis le 6 avril dernier, une centaine de jeunes occupent la Maison des Métallos dans le 11e arrondissement, accompagnés par des collectifs citoyens solidaires. Il s'agit effectivement de la 7e occupation d'un bâtiment municipal depuis le 3 décembre dernier. Comme vous le précisez, cette occupation a pour conséquence de perturber fortement la programmation culturelle et artistique de la Maison des Métallos. Les salariés, bien que solidaires face à cette situation de détresse humaine, sont inquiets, démunis pour certains, et ne savent pas quand ils pourront reprendre leurs activités quotidiennes. Je tiens à leur témoigner toute ma solidarité en cette période que je sais compliquée. Face à cette détresse humaine, l'État, pourtant compétent sur ce sujet, nous laisse seuls et nous empêche de trouver des voies de sortie vers un lieu inoccupé et pourtant rapidement mobilisable. Nous avons eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Madame la maire en a reparlé. Dernier exemple en date, le lycée Brassailles, dans le 15e arrondissement. Ce lycée désaffecté et abandonné par la région Île-de-France pourrait tout à fait accueillir ces jeunes, à l'instar du lycée Valadon, qui accueille des familles. En effet, la région Île-de-France, qui n'est pourtant pas propriétaire du site, a saisi la préfecture de police pour empêcher l'occupation de ce lycée. Nous avons dénoncé cette manœuvre qui a muré la région et les services de l'État dans un silence pour l'instant qui semble presque coupable. Alors que plus de 350 jeunes sont toujours mis à l'abri dans nos gymnases, sans perspective de réorientation, le temps n'est plus au silence, et vous avez bien raison de le rappeler, mais à la recherche de solutions dignes et adaptées qui nous permettent, y compris avec les jeunes concernés, de faire le point sur leur situation administrative, de faire le point sur leurs souhaits d'insertion sur le territoire ou au-delà des frontières parisiennes, ce qui est beaucoup plus simple à faire que dans un gymnase ou même au coin d'un trottoir. L'une des solutions de l'État est que l'État se saisisse enfin des 800 places d'hébergement proposées par la ville. Filoche. Au regard de tous ces éléments, je mets donc un avis favorable à votre vœu sous réserve de quelques amendements. J'ai une demande d'explication de vote de Monsieur François Vauglin. Oui, merci beaucoup, chers collègues. Merci, Nour Durand-Rocher. Merci à Léa Filoche de cette saisie de ce dossier dès l'apparition de cette crise. Merci à la maire aussi, avec laquelle j'ai échangé dans les premières heures. Merci à Patrick Bloch, le président de la Maison des Métallos, à Karine Roland et à la mobilisation de toutes et tous qui ont permis d'être aux côtés des personnels de la Maison des Métallos. Si nous sommes solidaires avec ces jeunes en souffrance, il faut aussi penser à l'équipe de la Maison des Métallos, à ce bâtiment qui se dégrade à la vitesse grand V. Il y a eu un certain nombre de problèmes logistiques. Évidemment, un établissement culturel n'est pas fait pour accueillir durablement des jeunes qui sont dans une telle précarité. Et donc ce soir, je tenais à dire un mot pour appeler vraiment à l'aide. Pour appeler à l'aide, non pas les services de la ville, car ils font déjà beaucoup au quotidien pour être aux côtés de ces jeunes, mais à toutes celles et ceux qui ont en leur pouvoir la capacité de faire changer les choses. La question de Brassailles a été évoquée. C'est un lycée dans lequel la région invoque divers projets. J'étais avec la FCPE il n'y a pas longtemps. Ils nous indiquaient que la région voudrait déménager le lycée de Rouen pour le mettre pendant quelques temps à Brassailles, puis ensuite aller ailleurs. Personne ne veut de cela, sauf la région. Il y a d'autres projets que je lis dans la presse. Enfin bref, tout ça ressemble un petit peu à des prétextes, alors que nous avons des centaines de jeunes qui sont dans l'attente de solutions. Moi, je le dis, c'est irresponsable de les laisser sans solution, quelles que soient ses opinions politiques. C'est une question de droits humains.
Voilà, donc, et pour l'État évidemment, puisque l'État est responsable de cet hébergement des jeunes qui sont reconnus comme majeurs. Et donc vraiment un grand appel à l'aide de tous. La Maison des Métallos ne peut pas rester dans cet état. Il faut que l'État et la région se mobilisent aux côtés de la ville. Merci. Je commencerai par répondre sur la situation du lycée Brassailles. Ce lycée va effectivement être utilisé pour loger les forces sentinelles. Vous savez que la sécurité est l'une des problématiques majeures des Jeux et je crois qu'on peut tous remercier les sentinelles qui seront mobilisées pour protéger les Parisiens et les spectateurs pendant toute la période des Jeux olympiques et paralympiques. Par ailleurs, le lycée accueillera ensuite temporairement effectivement les élèves du lycée Drouan, des élèves de la voie professionnelle. Il faut que les Parisiens sachent que la mairie a tenté d'installer des lits dans le lycée il y a 3 semaines. Pour nous, ce n'est pas ça être responsable politique, car la vocation d'un établissement scolaire, c'est d'abord d'accueillir des scolaires. Et je suis choquée que vous n'ayez pas de scrupule à compromettre l'accueil de lycéens de la voie professionnelle. On vous parle, monsieur Vaughan. Et c'est conforme à la marque de fabrique de votre majorité, qui est l'irresponsabilité, car c'est vous les irresponsables. C'est l'honneur de notre pays de protéger les mineurs en danger. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que la France fait face à une explosion de flux de faux mineurs isolés, liés notamment à l'affaiblissement des dispositifs de contrôle sous François Hollande. Et la ville de Paris a fait le choix d'encourager une utilisation abusive du statut de mineur isolé. La Chambre régionale des comptes l'avait souligné en alertant sur le fait que vous ne vous donnez pas les moyens de garantir la fiabilité des évaluations de minorité, d'abord en ne sollicitant pas la préfecture de police en cas de doute sur l'authenticité des documents d'identité, ensuite en refusant de recourir au fichier biométrique national. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des migrants évalués comme majeurs dans un autre département viennent à Paris se mettre sous le statut des mineurs isolés le temps que leur statut soit à nouveau évalué, et ensuite que vos propres services ont décidé, eh bien vous les encouragez à aller contre en déposant un recours pour encore gagner du temps. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne la situation de la Maison des Métallos avec des jeunes entrés illégalement sur le territoire, estimés majeurs en procédure de recours. C'est ce qui s'est passé au square Jules Ferry en 2020, c'est ce qui s'est passé au port de l'Arsenal en 2022. Et les vrais perdants, c'est qui? Attendez, ce sont les mineurs qui ne peuvent pas être pris en charge dans des structures saturées. Et moi, je vous rappelle qu'un reportage de Zone Interdite en 2022 avait montré les énormes carences de l'aide sociale à l'enfance. Et vous n'en étiez pas fiers. Et votre irresponsabilité dans la gestion des mineurs isolés en est aussi la cause. Je vous remercie. On va mettre le vœu numéro 48 aux voix avec des amendements qui ont été proposés. Les amendements... Choc à plusieurs égards qui d'abord opposent les publics qui ont besoin d'être hébergés entre eux. Alors, les femmes victimes de violences plutôt que les demandeurs d'asile, les uns plutôt que les autres, mais enfin, on n'est pas au bon taux de la précarité. On ne tourne pas la roue. Ah ben, moi, je préfère ces pauvres-là plutôt que ces pauvres-là parce qu'ils sont plus propres et ils sont plus soignés, ils dérangeront moins notre quartier. Non, non, vraiment, c'est des méthodes qui sont absolument choquantes et extrêmement dérangeantes sur la vision que nous avons de la solidarité dans notre ville. Et, chers collègues, peut-être j'entends vos inquiétudes sur l'idée que des demandeurs et de demandeuses d'asile pourraient être à proximité d'écoles, à proximité de lieux de culte. Je voudrais vous rassurer, dans nos arrondissements, cela se passe très très bien. Enfin, vous le savez, il y a quand même des écoles quasiment à tous les coins de rue dans Paris. Alors, peut-être je vous invite à venir dans le 19e arrondissement, avec plaisir. Je suis sûre qu'on pourrait organiser une visite, mais dans d'autres arrondissements où il y a des centres d'hébergement d'urgence, et vous verrez que cela se passe très très bien. On fait même de belles réunions avec les conseils de quartier. C'est un véritable plaisir, parce que quand même, il faut noter une chose. Quand les personnes sont accueillies, quand les personnes sont hébergées dans des conditions dignes, les choses se passent très bien. Et il y a des interactions avec le quartier, il y a des projets avec les habitants qui habitent autour. Et donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi, il ne faut pas alimenter des peurs et alimenter les fantasmes. Venez voir dans nos arrondissements, ça se passe très très bien. Vous inquiétez pas, le 19e, c'est très bien. Je vous remercie.